Alors, vous m'avez demandé de réfléchir à voix haute à la façon dont ce concept de vulnérabilité peut être appréhendé par les médecins. Ce que je vous propose peut-être, c'est d'abord de mener une réflexion sur le concept de vulnérabilité, ou plus que du concept, ce que je vous propose, c'est d'essayer de réfléchir à la réalité, à la place de la vulnérabilité dans notre société et peut-être dans nos champs professionnels. Je voudrais d'abord attirer votre attention sur deux faits. C'est que nos sociétés modernes génèrent de la vulnérabilité alors qu'elles pensaient s'en affranchir. La médecine génère beaucoup de situations de vulnérabilité alors que l'on pensait que la médecine allait nous permettre de ne plus être vulnérables. Tout simplement parce que le progrès s'accompagne d'impensés. La médecine très technique et scientifique permet aujourd'hui à de plus en plus de personnes de pouvoir être maintenues en vie dans des situations de grande vulnérabilité. Je pense en particulier, parce que j'y suis souvent impliqué, aux situations de personnes en état végétatif chronique, par exemple, qui sont un exemple de la plus grande vulnérabilité qu'il soit. Ce sont des personnes qui n'ont plus, pour le dire très simplement, de conscience, de l'ici, de maintenant, de conscience tout court, qui sont confrontés à la dépendance totale d'autrui. Cette vulnérabilité extrême pose des questions à notre société. Première des questions, c'est ces personnes qui ne sont pas mortes, qui ont une vie psychique, mais vie psychique qui nous est assez étrangère. Que vivent-elles? Comment le vivent-elles? Comment faisons-nous en termes de société pour que cette vie puisse en être une? Est-ce que c'est une vie? D'aucuns, dans d'autres pays, commencent à remettre en question la notion même de vie et définirait la mort autour de ces questions d'état végétatif chronique. Vous voyez que la vulnérabilité peut nous amener à repenser même les notions fondamentales que sont la vie et la mort. Dans le domaine de la médecine, toujours, je prendrai un exemple qui est celui de la cancérologie, qui est probablement le secteur dans lequel la médecine a le plus progressé ces 20 ou 30 dernières années. Alors, c'est vrai qu'on attire notre attention beaucoup sur la capacité de la médecine moderne à guérir le cancer, mais on ne dit pas assez que la médecine moderne génère ou a transformé le cancer en maladie chronique. La chronicisation des maladies génère de la vulnérabilité, c'est-à-dire que voici des personnes qui vivent, mais vivent avec une maladie. Il ne vous échappe pas que vivre avec une maladie, c'est avoir une refonte complète de son rapport à soi, de son rapport à son corps, de son rapport à son environnement, de son rapport à autrui en général. Et en pratique, et j'y reviendrai tout à l'heure, je pense que on est dans la réalité d'une médecine qui génère des situations de vulnérabilité. J'aurais pu vous parler des personnes âgées, de plus en plus nombreuses, qui présentent des troubles cognitifs sévères. 1 million de personnes âgées, on n'est quand même pas dans de l'anecdotique, sont atteintes de maladies de type Alzheimer. Voici des personnes vulnérables, dépendantes au sens où elles perdent leur indépendance, où elles perdent leur autonomie psychique de décision. Vulnérabilité dont on aurait tôt fait de considérer que ce sont des personnes qui ne pensent plus, ne vivent plus, n'imaginent plus, n'ont plus de plaisir, etc. Enfin, on pourrait y revenir dans la conversation. Je viens de rendre un avis au titre du Comité consultatif national d'éthique sur le régime de contrainte qui conduit les personnes les plus vulnérables à être concentrées dans des lieux où elles n'ont pas envie d'être parfois, que sont les EHPAD, qui illustre, de mon point de vue, le fait que la vulnérabilité nous pose problème. J'y viens parce que deuxième élément de ce préambule, c'est que notre société elle-même, je ne parle plus uniquement de la médecine, génère de la vulnérabilité. Monsieur qui a l'air bien fatigué devant. Notre société, en ce qu'elle survalorise l'action, la performance, et c'est le lot quand même des sociétés qu'on dit modernes, cela. Nos sociétés libérales,
sociétés marchandes sont en train de fabriquer une nouvelle norme qui définit la vie, qui consiste à valoriser effectivement le fait d'être performant, rentable, efficient, efficace. Quelle place il y a dans nos sociétés lorsque l'on n'est pas dans ce modèle que l'on dit inclusif en plus. Quelle place y a-t-il? Alors je pense là, cette fois, des personnes qui sont atteintes de handicap, dont le handicap psychique d'ailleurs. Mais j'aurais pu mettre ces personnes issues des avancées techniques et scientifiques de la médecine, mais je pense aussi tout simplement à ceux qui n'entrent pas dans le moule normatif d'une société. Donc vous voyez bien que, de mon point de vue, la question de la vulnérabilité est une question très très large qui nous confronte à des questions profondément existentielles dans notre société. Qu'est-ce que vivre veut dire? Qu'est-ce qu'être un homme veut dire? Qu'est-ce que l'on veut pour notre société? Alors je vous dis ça parce qu'en miroir de ce constat, ce que nous voyons, je me place en tant que médecin cette fois, qui s'occupe d'activités très confrontées au questionnement de nature éthique, ce que je vois, je vous parlais des personnes âgées tout à l'heure, ce que je vois au travers d'études que nous menons d'ailleurs avec l'équipe de recherche que je coordonne en ce moment, et la raison pour laquelle d'ailleurs je dois partir assez tôt parce que j'ai une réunion de cette équipe de recherche tout à l'heure, c'est que de plus en plus de personnes âgées dépendantes et donc vulnérables souffrent d'un sentiment d'indignité. C'est-à-dire que je pense que l'effet du regard que l'on porte sur ces personnes qui ne sont plus en capacité de produire ou d'être efficientes, efficaces, tout ce que je remémorais tout à l'heure, génère petit à petit un sentiment étrange, d'inutilité, d'être un problème. Il n'est pas rare quand même de voir des personnes présentant un handicap ou tout simplement âgées, ayant perdu leur indépendance, dire, et on ne parle jamais pour rien, dire qu'elles sont inutiles, dire qu'elles sont un poids pour leur famille ou pour une charge pour la société, etc. Vous voyez bien que la vulnérabilité peut générer un sentiment d'indignité, renforcé par une vision un peu étrange que l'on peut avoir, nous, de ce qu'est la dignité. Vous savez que certains courants philosophiques arraisonnent la question de la dignité à celle de l'efficience, de l'efficacité. On est digne quand la dignité dépend de ce que l'on fait de sa vie. Alors on peut en discuter, c'est Jean-Paul Sartre lui-même, au début, dans les années 60, autour de l'existentialisme, revendiquait beaucoup cette dimension-là. C'est assez intéressant, mais je trouve que l'usage que l'on peut faire de cette conception de la dignité peut être tout à fait dramatique. Parce que ce que nous commençons à voir ici et là, ce sont des personnes qui ont ce sentiment d'indignité, mais qui ne l'ont pas pour rien. Elles l'ont parce qu'on les regarde comme cela. Et elles l'ont parce qu'elles ressentent bien comment elles sont, du fait de leur vulnérabilité, marginalisées, voire exclues, voire ostracisées. Il n'est qu'à regarder les travaux qui sont produits, par exemple, si je reste dans le champ des personnes âgées, sur ce qu'on appelle l'agisme, une espèce de racisme lié à l'âge. Vous savez combien... mais je pense que dans le champ de certaines maladies psychiatriques, vous rencontrez cela aussi. Des gens dont une des caractéristiques de l'effet de la maladie ou du handicap est que ces personnes sont lentes. Les personnes âgées, on a tôt fait de dire qu'elles ont des altérations cognitives. On oublie que vieillir, c'est ralentir. Vous mettez ce ralentissement en face des exigences d'efficience et de performance de certaines structures comme les EHPAD, vous en arrivez à une moyenne de 16 toilettes devant être faites dans une matinée, je crois, j'ai entendu ça, alors que la toilette est un des rares moments où, du fait du contact le plus
proche possible du corps, il peut y avoir une communication qui passe par les mots ou sans les mots. Hein, mais force est de constater que quand on commence une toilette en posant une question, on a fini la toilette avant que les personnes n'y répondent à cette question. Et il n'est pas rare de constater que l'on porte des jugements sur les personnes âgées en disant qu'elles ne comprennent plus rien, les pauvres. Mais en réalité, si on restait un peu plus longtemps dans les pièces, elles répondraient très justement aux questions qui sont posées. Mais notre société qui va dans le sens de l'accélération en termes dans ces logiques de performance finit par ne plus rencontrer l'objet même de son travail. Donc c'est pour moi un sujet d'inquiétude que cette question de la vulnérabilité. Alors je pense que c'est un sujet qui est important et je viendrai quand même aux propos que vous m'avez demandé auxquels vous m'avez demandé de réfléchir, mais je crois et je défends cette idée au plan national qu'un des enjeux du système de santé, c'est de protéger les gens les plus vulnérables. Alors n'y voyez pas d'idéologie ou de référence, je ne sais pas quoi, philosophique ou religieuse, c'est tout simplement un peu du bon sens. Qu'est-ce que soigner veut dire si ça n'est pas se préoccuper de la vulnérabilité d'autrui? Si ce n'est pas avoir conscience de l'asymétrie consubstantielle au fait de se retrouver entre quelqu'un qui n'est pas malade et quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui n'a pas de handicap et quelqu'un qui en a. Mais soigner, c'est avoir la volonté de réduire cet espace qui pourrait se creuser sans cela. Et donc l'honneur d'un système de santé, c'est de défendre les personnes les plus vulnérables. Et l'honneur d'un État ou d'un système, particulièrement dans une démocratie, c'est d'avoir des politiques d'accompagnement des situations les plus vulnérables. Des personnes dans les situations les plus vulnérables. Faut que je parle trop près, c'est ça? Ouais. Donc, il nous faut aussi forcément interroger, et c'est ce que nous faisons au sein du Comité consultatif national d'éthique, très souvent, il nous faut interroger la réalité de l'éthique des politiques d'accompagnement des vulnérabilités. Et on a tôt fait, alors je vais tout de suite relativiser le propos que je vais tenir après. Je pense que pour cheminer ici et là assez souvent, je m'aperçois que notre système de santé, notre système social qu'il faut critiquer au sens positif du terme, est loin d'être le pire des systèmes. Il suffit de franchir des frontières, nos frontières, pour voir des situations qui nous conduisent à relativiser le propos que je vais tenir. Mais force est de constater que le soubassement éthique de nos politiques est assez pauvre. Nous n'avons pas, de toute évidence, inclus dans nos références ou dans nos projets, l'accompagnement des gens les plus vulnérables. On en arrive quand même à des constats étranges. Hein. Je discutais il y a quelques jours avec un couple qui est en train de réfléchir. La dame est enceinte, c'est une grossesse précieuse et c'est une grossesse d'un enfant trisomique. Et aujourd'hui, on conseille à ces personnes d'arrêter leur grossesse. Je ne porte pas de jugement sur la décision qui peut être prise par les parents, mais une des motivations pour ne pas accueillir ces enfants présentant, ces personnes, futures personnes ou personnes en devenir présentant un handicap, c'est le constat qu'il y a et qu'il n'y aura pas d'institution pour pouvoir forcément les accompagner. Quelque chose qui ne va pas autour de tout ça. Hein, mon propos n'est pas de dire qu'il faut... Je ne suis pas hostile à la médecine prédictive, qui est une des perspectives que nous avons, mais j'en crains beaucoup les risques normatifs. C'est-à-dire que le risque serait de dire qu'est-ce qui relève d'une norme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je fais partie de ceux qui pensent, au plan politique comme au plan de l'exercice qui est le mien au quotidien, que ce qui fait la richesse, c'est la différence, et ce n'est pas la norme. Et si nous continuons à tendre vers des logiques normatives, nous risquons de nous emmerder. Qu'est-ce que c'est qu'une norme? C'est quelque chose qu'on repousse toujours en plus. Donc je crois qu'il faut quand même être conscient de l'importance que nous avons, nous, en tant que professionnels de santé, autour de ces questions des vulnérabilités. Il s'agit, être soignant,
d'être un acteur de la défense des personnes les plus vulnérables, et il s'agit pour nous de résister contre des approches très normatives qui nous sont parfois faites au nom de démarches qualité, au nom d'efficience et d'efficacité. Je crois qu'il ne faut pas perdre notre âme derrière tout ça. Je ne suis pas hostile aux démarches qualité, je suis parfois agacé par l'excès de normes. Quand je dis parfois, c'est euphémisant. Je trouve qu'on est un peu envahi par l'excès de normes. Je suis simplement inquiet de voir qu'à force de vouloir que tout se passe bien, on en oublie l'objet de ce pourquoi on voudrait que tout se passe bien. Donc l'idée, c'est de revendiquer, au travers de ce propos qui est le mien, une approche soignante qui prend en compte la personne dans sa singularité. Parce que la vulnérabilité, voire la vulnérabilisation, j'aurais pu vous dire cela aussi, c'est que le fait d'être malade vulnérabilise les gens. La chronicisation, par exemple, des maladies à laquelle on assiste aujourd'hui, du fait des progrès de la médecine, génère une vulnérabilisation, voire une forme de vulnérabilité dans la précarisation. Vous savez qu'aujourd'hui, vivre longtemps malade est s'appauvrir. J'ai dirigé jusqu'à quelques années l'Observatoire national de la fin de vie. J'étais surpris parce que je n'avais pas cette notion-là, de voir que ceux qui survivent très très longtemps avec des malades sont rarement riches, voire sont souvent pauvres. Ils se précarisent du fait même de leur maladie. Donc c'est aussi quelque chose d'important, ce qui renforce pour moi la nécessité de réfléchir à la place du système de santé, à la place de la médecine, à la place du soin vis-à-vis de ces personnes. Alors quelle conscience on a, je reprends le titre du propos que je dois développer devant vous, comment le concept de vulnérabilité est appréhendé par le corps médical. J'aurais tendance à répondre qu'il est assez peu appréhendé. Cette notion-là de vulnérabilité n'est pas centrale dans ce qui fait qu'un médecin va le devenir médecin. Je suis enseignant, prof à la fac de médecine, je connais les contenus des formations, c'est-à-dire que si j'ai une lecture en creux de ce que je vous dis, je connais ce qu'il n'y a pas dans la formation. Ce qu'il n'y a pas dans la formation, c'est un travail sur l'incertitude qui est central dans nos métiers. On n'apprend pas à douter, on apprendrait même plutôt à être sûr de soi. Ce qui est étonnant parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, paradoxalement, notre système de santé contribue à fabriquer des situations de vulnérabilité qui sont toujours des situations complexes. Et en face de la vulnérabilité et de la complexité, il y a l'incertitude de ce qui est bon pour autrui. Et en face de la conscience de l'incertitude, il y a la nécessité de travailler en équipe de façon interdisciplinaire. On est à l'inverse de cela, plutôt, m'interpeller sur les médecins formés à être assez sûrs de soi, dans une approche assez normative, qu'on appelle d'ailleurs l'evidence-based medicine, la médecine dite scientifique, basée sur les preuves, dont je ne conteste pas l'utilité et la nécessité, mais dont je dis qu'elle est enfermante. Quand elle est exclusive, elle devient excluante. Le médecin n'est pas préparé à l'approche de l'accompagnement des situations singulières et singulièrement complexes. Il est préparé à une approche presque biostatistique de la médecine. La médecine, en général, n'a pas pensé, comme je vous le disais tout à l'heure, cette question de la vulnérabilité. Je faisais état tout à l'heure du fait que la vulnérabilité s'accompagne très souvent de la précarité. Quand on regarde un peu dans les dossiers médicaux, de la manière dont on se préoccupe de la précarité ou des moyens dont disposent les gens pour qu'ils puissent bénéficier des soins dont on aimerait qu'ils puissent bénéficier. Je parle de soins, et je ne parle pas uniquement de traitement, je parle par exemple d'aide à domicile, je parle de soins qui nécessitent que les gens payent, qui ne sont pas pris en charge. Eh bien, sachez, dans ces enquêtes nationales, que nous montrons que dans aucun dossier médical, on ne voit de préoccupation de cela. C'est-à-dire que, en réalité, cette partie de la précarité ne fait pas l'objet du souci des médecins, de la santé en général. Je crois qu'il ne s'agit pas uniquement de penser la question des médecins.
Donc de mon point de vue, ce concept de vulnérabilité, pour qu'il puisse être appréhendé dans sa noblesse, devrait faire l'état d'une réflexion en amont qui passe par la formation. Le médecin n'est pas formé à douter, il n'est pas formé à réfléchir. Alors c'est peut-être injurieux ça ne veut pas dire que nous ne réfléchissons pas, ce que je suis en train de dire, hein, mais que nous n'avons pas une formation qui nous permet de construire une pensée pour appréhender la complexité. Par exemple, dans les études médicales, l'éthique n'est pas enseignée. Ce qu'au travers de l'espace éthique, nous essayons de faire en formant les gens à la construction de la réflexion en situation d'incertitude, la formation au débat avec des positions argumentées pour appréhender des situations complexes, tout ceci n'est pas enseigné en formation initiale, ou en tout cas n'est pas obligatoire. Donc autant dire que c'est soumis à la variabilité des enseignants et à leur goût vis-à-vis de ces questions-là. Les choses vont changer, hein, de mon point de vue, je vous en redirai quelques mots tout à l'heure. Mais voilà. Alors, je parle de la formation, mais j'aurais pu vous dire aussi que nous ne sommes même pas incités à dialoguer, à appréhender la dimension singulière de la personne. Je travaille dans un CHU où il n'y a pratiquement que des services de court séjour. Vous savez que la valorisation des actes dans le court séjour, c'est ce qu'on appelle la tarification à l'activité. Qu'est-ce que c'est qu'un acte dans la tarification à l'activité? C'est un acte technique. Le fait de ne pas faire, par exemple, ne rapporte rien, alors que ne pas faire est probablement la décision la plus difficile à prendre lorsqu'on sait que l'on peut faire, mais si l'on réfléchit que faire peut produire plus de souffrance que ne pas faire. Donc, mais tout ce que je suis en train de vous dire, cette réflexion qui conduit parfois à décider de ne pas faire, n'étant pas valorisée financièrement, est donc dévalorisée. De la même manière, hein, vous savez, un des rares outils que nous possédions et qui est quand même sacrément utile pour le soin, c'est le langage, ou plus largement la communication. En situation de vulnérabilité, la communication, plus encore que le langage, est probablement centrale. C'est le moyen d'accéder à l'autonomie d'autrui. Mais ça demande du temps, et ça demande, à mon avis, une forme de compétence, ça demande, à mon avis aussi, à être formé, non pas à parler, mais à écouter et à voir. Je reviens sur ma tarification à l'activité. Ce dont je vous parle n'est pas un acte. L'acte de parler n'est pas un acte. Pourtant, quand je regarde tous les ans le rapport, par exemple, du sous-médical, là, qui fait état de toutes les plaintes et tous les procès qu'il y a pu y avoir dans le champ de la santé, 9 fois sur 10, si ce n'est plus d'ailleurs, il s'agit de problèmes de communication, ou de défaut de communication, plus exactement. D'absence d'écoute, d'absence d'explication, de négation de l'autonomie de la personne, de négation de l'autonomie quand celle-ci particulièrement est relative, l'autonomie. Mais au fait, quand est-ce qu'elle est absolue, l'autonomie? Qui peut dire je suis parfaitement autonome? Certainement pas la personne malade qui, du fait qu'elle est malade, perd un peu de sa capacité à se regarder, parce qu'elle se découvre comme une personne qu'elle ne se connaissait pas. Donc on ne peut pas être autonome quand on ne se connaît pas. Et puis pour être autonome, ça peut paraître paradoxal ce que je vous dis, mais être autonome, c'est avoir confiance en autrui pour être aidé. Donc être autonome, c'est aussi dépendre d'autrui, pour prendre des décisions, pour prendre des décisions qui se concernent au premier chef. Mais voyez tout le temps que cela peut prendre pour appréhender justement l'homme consubstantiellement vulnérable. Je reprends ce que vous disiez, hein, vivre, être, c'est être vulnérable. Ce serait dangereux que de dire le contraire d'ailleurs. Hein. Je suis sur-autonome et pas vulnérable. Donc je suis dangereux. Bien sûr que l'homme, par définition, consubstantiellement, est vulnérable. C'est ce qui fait qu'il a développé une vie en société. C'est ce qui fait qu'il s'appuie sur autrui pour pouvoir construire. C'est ce qui fait qu'il peut progresser. Donc, il faudrait que nous valorisions ce qui est l'outil principal de l'accès à autrui au travers de sa vulnérabilité, qu'est la parole ou la communication, etc. Ça n'est toujours pas valorisé. Alors quoi qu'il en soit, je vais peut-être terminer mon propos
sur une vision d'avenir. Si j'essaie de me projeter dans 10 ans ou 15 ans, alors je suis un peu marqué parce que je suis en train de vivre au plan national. J'ai co-animé avec d'autres collègues les États généraux de la bioéthique. Je viens d'écrire le rapport qu'on a rendu sur les débats publics dans le champ de la bioéthique. Nous sommes en train de produire un avis sur la bioéthique. Et en particulier, j'ai été à la rencontre de tout ce qui est en train de se développer autour de l'intelligence artificielle, qui va quand même beaucoup envahir notre champ professionnel, hein, alors qui peut l'envahir négativement si on n'y fait pas attention, et qui peut être un outil formidable si on y fait bien attention. En d'autres termes, je caricature mon propos parce qu'il faut bien le finir, ce propos, mais je pense que dans 10 ou 15 ans, parce que j'ai rencontré plein de start-up autour de ça, c'est quand même impressionnant. Enfin, j'ai même vu quelque chose qui est pour moi qui était inimaginable. Enfin, alors, je vois bien, puisqu'on est en train de le vivre, que par exemple certains métiers, comme les radiologues, on parle de médecins, vont quasiment disparaître dans leur état actuel. Le traitement de l'image se fait bien mieux par des robots que par la subjectivité humaine. Donc on va faire nettement mieux. Tout ce qui est algorithmable en médecine, donc toute la médecine dite scientifique, va passer par le tamis des robots et de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mal nommée parce que l'intelligence artificielle manque d'intelligence par définition. Hein. Et c'est peut-être heureux pour notre propre perspective, c'est qu'elle ne permet pas beaucoup l'adaptation à la singularité. Et la vulnérabilité d'une personne, c'est sa singularité. Je pense donc que les progrès dans le domaine de la médecine, le développement de l'intelligence artificielle, vont nous amener à peut-être devoir nous concentrer sur l'objet que nous avons oublié, qu'est la personne. Dans une situation de complexité, parce qu'elle est malade, parce qu'elle présente un handicap, parce qu'elle est en souffrance sociale, etc. Donc je crois, franchement, et parce que la médecine elle-même génère souvent de la complexité, parce que notre société a sécrété de l'exclusion ou de la vulnérabilité, il y a un principe de réalité qu'on y est confronté aujourd'hui, de plus en plus souvent à la question de la vulnérabilité. Donc je crois, et je le vois, que les médecins de demain vont devoir se fermer autrement pour un autre métier que celui qu'ils croyaient avoir. Je crois que l'assurance ou la superbe qu'on a pu reprocher à certains médecins, dont je suis peut-être d'ailleurs, je suis un peu iconoclaste dans mon propos, mais va devoir passer au travers du prisme de l'apprentissage de l'humilité. Il serait bon que tout médecin, dans sa formation, entreprenne le grand tour de sa petite personne, par exemple, ou le petit tour de sa grande personne, je ne sais pas comment le dire, mais il y a un travail sur soi à faire pour appréhender autrui dans sa singularité et sa complexité. Il y a un travail, donc il va falloir que les facultés enseignent, en quelque sorte, l'humilité, l'incertitude. Il va falloir que nous enseignions l'approche éthique des questions complexes. Alors, il y a des signes qui ne trompent pas. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche nous a chargé, je suis à Besançon, m'a chargé d'expérimenter des nouveaux enseignements interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'on apprend, on essaie d'apprendre à des futurs médecins, des futures infirmières, des futurs pharmaciens, des futurs, je sais pas quoi, enfin, kinés, tous les futurs professionnels de santé qui vont devoir travailler ensemble après. Vous avez remarqué qu'ils ne se croisent jamais avant de se retrouver sur le terrain. Donc on les met ensemble, c'est compliqué sur le plan de l'organisation, mais on les met ensemble par petits groupes interdisciplinaires pour appréhender la complexité et la vulnérabilité. Ça, c'est un nouvel enseignement, et je crois beaucoup à cela et à l'avenir de tout cela. Donc voilà, je conclus autour de ce message chargé de plein d'espoir. À mon avis, la médecine de demain aura probablement un visage plus humain parce qu'elle se sera rendue compte qu'elle avait oublié son propre objet. À condition que nous y soyons vigilants nous-mêmes. Les 80% d'intelligence artificielle qui vont remplacer l'humain n'est pas, enfin, si on n'en met pas à côté, vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas qu'il n'y ait plus de médecins, du coup. Enfin, vous voyez ce que oui, oui, bien sûr, mais c'est pourquoi il faut que nous ne soyons pas à distance de ce qui est en train de se construire. Je pense que l'intelligence artificielle n'aura pas beaucoup d'intelligence si elle n'est que le fait d'informaticiens géniaux,
des techniciens extraordinaires. Enfin, moi, je suis impressionné par des petits génies que j'ai pu rencontrer ces temps derniers, qui ont une rapidité, mais probablement que j'atteins mes propres limites de raisonnement. Mais en même temps, je pense qu'il faut que nous aurions tort de ne pas accompagner cette avancée technique et scientifique pour en faire un progrès, et non juste une avancée qui pourrait nuire à l'homme. Non, je pense que le médecin ou le soignant de demain va revenir sur un sac, c'est révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on revient à ce qu'on avait oublié, c'est-à-dire que soigner, c'est s'occuper de la personne, c'est la médecine de la personne. Conclure là-dessus, j'ai enfoncé des portes ouvertes pendant une demi-heure, mais je crois quand même qu'il a fallu un drôle de chemin pour revenir à cela, et c'est encore pas acquis. Mais je reste persuadé que la vulnérabilité des personnes, le respect de ces personnes dans leur autonomie, je reviens sur cette question-là, une conception de la dignité qui est consubstantielle à l'existence même de l'homme, nous amènera, alors nous, modestement de là où nous nous situons en tant que soignants, à redéfinir ce que soigner veut dire, et peut-être pouvons-nous avoir une influence qui dépasse l'objet même de notre profession et qui interroge notre société sur son propre devenir. Si l'homme s'oublie, parce que c'est un peu ce qui se passe quand on dit que la référence ou la valeur normative, c'est la performance ou la rentabilité, ça nous mène assez rapidement dans le mur, tout ça. Donc l'essentiel est probablement ailleurs que là où on essaie de le mettre dans nos sociétés dites modernes. L'essentiel est probablement dans l'homme différent. Vous parliez des questions que pose l'immigration actuellement. Vous parlez des questions qui ne devraient pas être posées, à mon sens, si l'on avait une conception de l'immigration comme un apport potentiel, formidable, qui dérange probablement. Ça, on l'a bien compris que ça dérange. Mais qui peut être une richesse si on sait en faire une richesse. J'arrête là parce que je suis en train de passer sur un autre registre, mais c'est exactement la même chose que ce qu'on est en train de dire. Le regard qu'on porte sur des migrants, c'est le regard qu'on porte sur des handicapés, par exemple. Ou c'est un regard qu'on porte sur des vieux qui n'en finissent pas de vieillir et qui n'arrivent pas à mourir. Faisons attention, ne nions pas le risque qu'il y a dans nos sociétés à dériver vers ce qui se traduit en politique par le populisme, et qui est à nos portes quand même. Eh bien, soigner, c'est résister. Soigner, c'est résister. Le soin, c'est de la résistance à ces pensées normatives et réductrices. Et je pense que si nous avons une dimension à défendre, c'est celle de l'homme et de l'humanité. Je vous remercie.